À vous tous d'être présents aujourd'hui. J'ai beaucoup de plaisir à voir le nom de certains dont je n'ai pas de nouvelles depuis un certain temps. Et donc je vais vous présenter aujourd'hui Vincent de Ruel. J'ai beaucoup de plaisir à partager cet instant avec lui. C'est un petit peu rencontre entre clubs. Avec beaucoup d'humilité, en tout cas pour l'APEX. Donc l'APEX vous accueille aujourd'hui durant cet événement. Donc juste pour vous donner un petit peu, comme d'habitude, les consignes d'usage. L'entretien va durer à peu près une trentaine de minutes et après, libre à vous de poser toutes les questions. Si vous avez des questions à poser durant l'interview, durant l'échange, vous pouvez toujours les poser par le chat. Et juste de garder vos micros fermés afin que l'échange soit très très fluide et qu'on puisse parfaitement entendre sans double son, double sonorité ou des bruits de fond derrière. Donc l'APEX vous accueille, juste pour vous dire quelques mots sur ce qu'est l'APEX. Donc Nathalie Agege, présidente de l'APEX. Je suis également présidente et fondatrice d'une entreprise de biotechnologie qui s'appelle Pronim, qui est installée ici à Marseille. Marseille, territoire aussi du club de l'APEX. L'APEX, c'est le club de l'international de la région sud, donc on rayonne sur la région sud. On est composé d'environ 150 membres et partenaires avec des entreprises de taille très très différentes, des PME, des TPE, des grands groupes, tous dans des secteurs d'activité très différents et des degrés de maturité à l'export et à l'import tout aussi différents et des questionnements sur l'international. On peut être très très bon sur l'import-export en Chine et complètement profane sur ce qui peut se passer en Afrique ou aux États-Unis, et c'est tout l'intérêt de ce qu'on attend d'un club aujourd'hui et d'un réseau. Donc l'objectif, forcément, comme vous le savez, c'est d'échanger, de partager son expérience, son expertise, la transmission d'informations, l'aide à la recherche de financement, l'accompagnement aussi, et de permettre à chacun d'avancer de la meilleure façon dans chacune de ces étapes pour la construction de son business. Donc c'est vraiment dans une idée de collectif, d'entraide, de travailler ensemble. Et que les grands aident les petits et que les petits sur certains sujets puissent favoriser. Nathalie, on ne t'entend plus. Ouais. Voilà, je me suis arrêtée de parler. Ouais. On a aussi dans le club des partenaires qui sont des banquiers, des avocats, des spécialistes du financement, du digital, de la traduction. Et chacun de nos partenaires travaille ensemble pour apporter le meilleur service et le meilleur soutien, la meilleure information à toutes les entreprises qui veulent faire l'international. Une grosse réflexion sur le collectif. J'ai dans mon ADN, en tout cas, et dans l'ADN de l'APEX, une vraie volonté du travailler ensemble, de décloisonner. Et donc, la possibilité aujourd'hui pour l'APEX d'animer l'international dans plusieurs autres associations et fédérations. Aujourd'hui, on peut estimer que l'APEX anime l'international dans à peu près 20 à 30 000 entreprises, ce qui est très bien. Et pour donner la chance à chacun, à des TPE, des PME, qui n'osent pas aller à l'international, de se lancer, ne serait-ce que sur ce qu'on appelle des réseaux très très courts, juste en Europe, l'Espagne, le Portugal, l'Allemagne, et donc d'avoir au moins un tout petit apprentissage sur l'international et pouvoir y aller sans crainte. Attachement aussi à l'APEX sur le recrutement de nos futurs collaborateurs. Nous avons eu la semaine dernière, il y a quelques jours, un très bel événement où 50 postes clés dans nos entreprises étaient à pourvoir, ce qui prouve qu'à l'APEX, la santé de nos entreprises dans cette solidarité est bonne, et qu'on a eu cette volonté, comme beaucoup d'entre nous, beaucoup d'entre vous, de remettre à plat nos entreprises, de réfléchir à nouveau sur nos business plans, sur notre structure, sur notre activité, et pouvoir vite se réinventer et pouvoir grandir. Et donc, dans une situation comme aujourd'hui,
le réseau prend tout son sens, l'entraide prend tout son sens. Je suis moi-même en tant que gérante, présidente de Proning, je suis membre d'un club qui s'appelle les French Founders, que j'ai découvert il y a maintenant 2 ans et que j'affectionne particulièrement. C'est un vrai, c'est ce qu'on appelle un vrai réseau. Le French Founder, c'est 4000 membres à travers le monde, tous francophones, en tout cas dans leur grande majorité, qui sont des entrepreneurs, qui sont cadres dirigeants ou chefs d'entreprise d'entreprises de très forte popularité souvent, avec des axes de propositions qui sont très différentes, la formation, la connexion, et ils ont su, pendant cette année, au-delà de tout ce qu'ils avaient fait déjà précédemment, ils ont su accompagner les entrepreneurs, former les entrepreneurs, les aider sur des choses tout à fait simples, comme comment être un bon chef d'entreprise, un bon manager en période de crise et en période de confinement, comment savoir diriger et accompagner ses salariés, donc des choses toutes bêtes qui étaient vraiment le questionnement de beaucoup de chefs d'entreprise pendant le mois de mars et avril de l'année 2020, mais tellement d'autres choses. J'ai pas trop envie de vous dire, vous blesser. J'ai vraiment envie que Vincent, au travers de son parcours déjà, qui va le partager avec nous, mais vous explique vraiment ce que peut apporter les French Founders. Je suis complètement fan. Je conseille à beaucoup d'entrepreneurs autour de moi d'être membre des French Founders, parce que c'est un atout, c'est vraiment un tremplin idéal pour construire son réseau. Et on sait qu'aujourd'hui, dans la situation actuelle, bloqué en France ou juste en Europe, quand c'est tellement compliqué d'aller voyager à l'étranger, le réseau, c'est primordial. Il faut réinventer l'international. Comment on fait l'international aujourd'hui? Et avec un réseau comme les French Founders, et je minimise pas l'importance de l'APEX, mais nous sommes un réseau territorial, un réseau comme les French Founders, avec des gens qui sont localisés dans des régions différentes du monde. On peut se construire un réseau, c'est très important. Alors, je reviens sur le monde, mais aussi bien en France. C'est très important pour la santé de nos entreprises. Vincent Deruel, tu es cofondateur des French Founders. Bonjour, bienvenue à l'APEX. Raconte-moi, qui es-tu? Bonjour Nathalie. Déjà, je suis un peu impressionné par cette introduction, mais merci de le présenter de cette manière-là. Donc, je suis très, très content d'être là, puisque je suis originaire de Marseille, donc le territoire me tient aussi à cœur. En résumé, donc je suis entrepreneur depuis une vingtaine d'années. J'ai débuté par la création un peu par hasard d'une société de communication digitale à Marseille, que j'ai ensuite revendu en 2008 à un groupe que vous connaissez certainement pour la plupart, qui s'appelle Aiko, un groupe aixois, qui a démarré aussi dans la région et qui s'est étendu ensuite. Je suis resté 4-5 ans chez Aiko, des années incroyables d'apprentissage. Et ensuite, je suis allé aux États-Unis pour créer d'autres structures, d'autres boîtes, d'autres startups en l'occurrence. Et c'est là où est venue l'idée de French Founders avec un associé. Et donc, on a créé les French Founders en 2014 à New York. Voilà en résumé. Tu nous as pas parlé de ton petit parcours Yuzu quand même? Oui, alors effectivement, dans toutes ces structures, j'ai créé une startup qui s'appelle Yuzu, qui a démarré aux États-Unis et qui à cheval sur la France et les États-Unis. Et c'est une structure, dans tout mon parcours d'ailleurs, qui a été un grand apprentissage, puisque ce n'est pas un succès à la fin. C'est une aventure incroyable, mais à la fin, c'est pas là où on voulait l'amener. Et je pense que, comme tous les entrepreneurs qui sont là, notre parcours est fait de succès, d'échecs, d'apprentissage, et c'est comme ça qu'on s'enrichit. C'est jamais une ligne droite, tout ça. Et donc, Yuzu a été un gros apprentissage aussi, structure développée aux États-Unis avec des investisseurs qui nous ont fait confiance.
Donc, voilà l'histoire. Comment t'es venue l'idée, en tout cas, comment vous est venue l'idée? Vous étiez à New York, comment vous est venue l'idée de French Founder? Aujourd'hui, ça paraît tellement évident, mais se dire… alors, French Founder a été fondé il y a combien de temps? Alors, 2014, début 2014. En fait, on était à New York, entrepreneurs, on avait mis le réseau en haut de nos priorités pour se faire des connaissances, aller développer notre business. Et puis, on voyait beaucoup de Français arriver. 2014, il y avait une volonté d'internationalisation, des startups, mais aussi des PME. Et une volonté de collaboration. Donc, les grands groupes affichaient de manière très forte la volonté de collaborer avec des startups, d'avoir de l'innovation. Mais donc, il y avait beaucoup de discours, mais en réalité, à l'international, nous, sur place, on voyait assez peu de résultats. C'est-à-dire que les startups, elles arrivaient en silo, elles se connaissaient entre elles, mais elles ne connaissaient pas du tout le monde corporate qui était sur place, qui pouvait être leurs clients. Elles ne connaissaient pas les entrepreneurs qui avaient déjà réussi sur place. Elles restaient entre elles. Les expats du monde financier restaient entre eux. Et on voyait tout ça, on se dit, mais finalement, si on arrivait à casser un peu ces cloisons et les faire se rencontrer, il y aurait tellement d'échanges et de valeur ajoutée à apporter les uns aux autres que ça pourrait changer la donne, ça pourrait changer le parcours des entrepreneurs francophones à l'étranger. On a fait ce constat partout, on l'a fait à New York, mais on l'a fait dans le reste du monde. Et on s'est dit, il n'y a pas de réponse à ça aujourd'hui, pragmatique, entrepreneuriale, qui permettent de les connecter et d'amener beaucoup de valeur. On s'est dit comment on peut faire ça. On va créer un réseau de confiance directement très international grâce au digital, mais aussi avec des implantations de partout, les faire se rencontrer physiquement lors d'événements, lors de relations privilégiées, pour créer vraiment ce réseau et se dire qu'on va s'entraider et exister en tant que francophone dans le monde qui a 2014, mais c'est toujours le cas, se bipolariser, c'est-à-dire que pour créer des leaders mondiaux, si on n'était pas en Chine ou aux États-Unis, c'était compliqué. Donc, nous, tout seul, dans notre coin, ce n'est pas possible. Il faut être pragmatique. Si on n'engage pas une logique de collaboration entre l'innovation, ceux qui amènent l'innovation, les startups, les ETI qui se développent et les grands groupes qui existent déjà à l'international, qui sont structurés, mais qui sont en train d'être un peu secoués par les marchés, si on n'arrive pas à tisser ce lien et agir ensemble, on n'existera pas, ou en tout cas, on ne pourra pas créer des leaders mondiaux face à la Chine et aux États-Unis. Donc, on a commencé comme ça, à New York, on s'est développé aux États-Unis, on est allé très vite en Asie, Singapour, Shanghai, Hong Kong. Et puis finalement, paradoxalement, on est arrivé un peu après en Europe et en France. Au bout de 2-3 ans, on s'est dit, quand même, on a beaucoup de membres qui sont en train de rentrer en France ou qui ont des initiatives depuis la France. Et on a développé la France il y a maintenant 3 ans. Et voilà, comme tu l'as dit, 4000 membres. Si je peux te donner quelques chiffres pour que vous ayez ça en tête, 4000 membres. Avec plaisir. On a 40% de nos membres qui sont sur le continent américain, 40% en Europe et 20% en Asie. Et en termes de population, on a un petit tiers de start-up scale-up, un petit tiers de PME ETI, un petit tiers de corporate, des grands groupes que vous connaissez, les grands groupes français, mais pas que. On va avoir les groupes de luxe, les Richemont, les LVMH, parce qu'ils sont très présents à l'international, les grandes banques, mais aussi des Français qui existent, qui bossent dans des groupes internationaux, aux États-Unis, les Walmart, en Chine, les Tencent, etc. Et un petit 10% d'investisseurs. Donc, c'est vraiment des populations qui permettent d'amener, qui sont très différentes, qui permettent d'amener la richesse dans les échanges parce que chacun a sa vision, son expertise, et c'est de casser ces cloisons et de les mettre ensemble autour de la table avec des sujets, de les mettre en relation via notre plateforme digitale ou lors d'événements qui amènent la valeur dans le réseau. Moi, j'ai une question. Tu parlais de réseau de confiance. Je peux essayer de me mettre sur un réseau comme LinkedIn ou d'être coopté par quelqu'un. La force de French Founder, c'est que dans tous les cas, même quand je discute avec un chef d'une entreprise corporate, un grand groupe, on peut parler d'un grand groupe cosmétique ou d'un grand groupe food ou financier, d'abord, il répond toujours avec beaucoup de bienveillance,
et puis ils m'appellent ou ils nous appellent, et c'est pas forcément lié à mon entreprise. J'ai discuté avec d'autres personnes qui sont aussi dans le membre des French Founders. Il y a ce lien facile, le tutoiement qui est aisé. Et comment vous avez réussi à faire en sorte que ce réseau de confiance, que ce climat de facilité d'échange fonctionne vraiment, parce qu'on sait toujours que certains chefs d'entreprise ou cadres dirigeants de très grosses entreprises, on peut citer Lagardère, on peut citer Dior, on peut en citer plein, finalement, quand on est French Founder, la facilité d'échange et de discuter, elle a vraiment une autre dimension. Complètement. Alors, c'est sur le concept, puisqu'on a un principe d'application donc et d'éligibilité dans le réseau. Et ensuite, on a un onboarding qui est digital et physique. C'est toujours hybride. Chez French Founders, on a toujours beaucoup de digital, mais aussi beaucoup d'humain, puisqu'on est plus de 50 à bosser dans la boîte, avec 14 bureaux dans le monde, des managers qui sont partout, qui sont au contact de chaque membre. Et donc, dans ce onboarding, on est assez clair sur les valeurs. C'est-à-dire que si on vient dans le réseau, c'est pour y contribuer et qu'on pourra en retenir quelque chose, et en tout cas générer de la valeur pour soi-même, que si on apporte. Et si c'est juste pour être passif ou consommer, ça ne fonctionne pas. Et c'est toujours une histoire de proportion. Donc, on ne peut pas garantir à 100% évidemment, puisque puis nos parcours peuvent changer, mais on s'assure que dans le réseau, on a plus de 90% des membres qui sont dans cet état d'esprit, et qui sont dans cet état d'esprit, que je sois une jeune start-up qui vient de lever son premier argent, que je sois un entrepreneur chevronné ou les grands dirigeants. Donc, vous allez avoir… on a bien raconté cette histoire, c'est Brandy Cour, CEO de Sanofi, donc… qui était la plus grosse valorisation à un moment donné, enfin en tout cas son salaire, c'était la plus grosse valorisation du CAC 40. D'accord, non, mais il n'y a pas de souci, c'est moi qui suis en dehors des clous en ce moment. Parce... Je reprends le micro. Et qui, donc, on avait des échos sur Paris, il ne participait jamais à des réunions, etc. Un jour, on le voit déposer sa candidature sur frenchfounders.com. On n'a jamais eu de contact avec lui. Il dépose sa candidature, évidemment, on l'accepte. Et il appelle le réseau pour dire « Je suis à New York la semaine prochaine. Est-ce qu'il y a un événement ?» On organise un événement avec lui et on lui dit, par réflexe, un petit peu, mais qui vous voulez sélectionner, quelle typologie de gens vous voulez rencontrer. Et il arrive, il dit tout membre de French Founders. Donc, on est arrivé, il a rencontré des jeunes startups qui étaient en train de se créer, des cadres dirigeants qui étaient chez L'Oréal ou d'autres boîtes. Et c'est ces rencontres-là qui permettent de casser, de niveler un peu ces hiérarchies. Il faut avouer qu'en France, on est un peu les spécialistes de ces organisations un peu pyramidales où c'est très difficile. Je me souviens en France, quand j'ai créé ma boîte, il m'a fallu 10 ans pour rencontrer des décideurs de grands groupes. À l'étranger, on passe un coup de téléphone, on envoie un email via la plateforme, on le fait, comme tu le disais, en 5 minutes, on peut parler au président de Richemont, États-Unis, à Frédéric Rosé, qui est membre chez nous, qui est au COMEX de L'Oréal et qui répond à tous les emails, ou d'aller en Chine, et tu l'as expérimenté, de parler à tous les grands patrons en Chine, sans qu'il y ait cette notion de hiérarchie, de taille de boîte. On est dans le partage de valeurs et on veut générer de la valeur, tout ça avec de la bienveillance. Mais c'est vrai que la différence, c'est aussi, tu l'as dit au début, c'est notre implantation en ayant des managers qui connaissent très bien leurs membres. Tu étais avec Caroline à l'époque à Shanghai, elle connaissait très bien son portefeuille. Et donc ça, avec nos 14 bureaux, on arrive à être, y avoir le côté global et la proximité. Alors pour ceux qui ne connaissent pas les French Founders, c'est un élément qui est très très important. En fait, il y a un genre de chef d'orchestre par région qui connaît très très bien ses membres et en fait qui sait très bien mixer les gens et présenter les choses d'entrepreneur à entrepreneur, ce qui fait que ça valorise beaucoup la mise en relation et le contact à chaque fois. Et comme tu as dit, par exemple, n'importe lequel des membres de French Founders peut aller en Colombie ou aux États-Unis ou en Chine et dire tiens, j'arrive ce jour-là à cette heure-là, j'ai 2-3 heures de libre. On va me prêter un bureau.
Et ça, c'est vrai. 2, qui est dispo pour aller prendre un café, échanger, me raconter, etc. Et c'est incroyable cette réflexion sur cette réflexion bienveillante, au-delà du business, parce qu'on est tous là pour faire du business, il ne faut jamais l'oublier. Mais cette réflexion bienveillante, c'est vraiment quelque chose d'important. Moi, j'ai eu la facilité, alors que je travaille ici avec des grands groupes cosmétiques, d'être contactée par eux, par des grands groupes cosmétiques qui sont les mêmes boîtes qui sont installées en Asie, avec qui finalement ça a été plus vite et plus facile que de le faire ici avec le siège social qui est installé en France. Donc sur ce point, je trouve que c'est un point qui est très important. Au French Wonder, vous offrez vous offrez un panel de, je ne sais pas si on appelle ça des services ou des actions. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Bien sûr. Donc, depuis 6 ans, on a développé vraiment l'aspect réseau. Donc, on adhère au réseau en tant qu'individu, en tant que dirigeant. Et puis, c'est les mises en relation, le partage d'expériences à travers des événements, des rencontres, tout ce que tu as cité. Et puis, on a voulu aller plus loin et pouvoir engager nos structures et nos organisations dans ce réseau de confiance. Donc, on est en train de créer des nouvelles des business lines. La première qui fonctionne très bien, c'est au niveau de l'investissement. Donc, on a créé il y a 18 mois un Investors Club. On a regroupé d'un côté les investisseurs individuels, Business Angel, Family Office, et on a structuré en fait le deal flow de start-up avec un dirigeant francophone qui a des ambitions internationales. Toujours pareil, avec ce que l'on sait faire, c'est comment on va accompagner cette start-up demain grâce au réseau et la faire accélérer. Et donc, on a réalisé une quinzaine de dossiers comme ça depuis 18 mois et on a créé dans la foulée un fonds d'investissement pour aller plus loin dans cette stratégie-là, donc qui s'appelle Le Fonds. Les premiers investissements vont avoir lieu en janvier. On a une nouvelle partenaire qui est rentrée avec nous qui s'appelle Géraldine Lemeur. Peut-être que certains ont entendu parler. C'est une grande expérience de l'investissement. Elle a notamment été une des premières investisseuses dans LinkedIn, qu'on connaît tous, et donc qui est installée à San Francisco. Elle a rejoint l'aventure pour piloter le fonds. Et donc, le principe, il est simple. Il est de financer une boîte avec au moins un des dirigeants francophones pour qu'on puisse leverager le réseau, trouver les meilleurs investisseurs, et donc on les a dans la communauté, on les structure autour du fonds, et ensuite accompagner la start-up pendant 1 an minimum pour l'aider à aller trouver ses premiers clients, l'aider à recruter quand elle ouvre son bureau à Shanghai, à San Francisco, à Londres, l'aider à trouver ses premiers clients avec nos corporates, etc. Et donc, voilà, ça c'est vraiment une première initiative très forte qui marche bien, mais on est aussi en train de lancer une marketplace HR de recrutement de profils exec et top manager qui va avoir lieu. On a fait déjà des tests sur les États-Unis. Elle va sortir Q1 2021 et on va avoir des nouvelles marketplaces de services vraiment business qui vont arriver courant 2021. Une fois qu'on a tissé ce réseau de confiance, on peut générer et aller plus loin et verticaliser des rencontres pour générer plus de business entre nos membres. Est-ce que ça s'appelle le réseau Nouvelle Génération ou le club business Nouvelle Génération? En fait, apporte tout un clé en main. C'est-à-dire quand vous voyez qu'une entreprise est pertinente dans son activité, vous l'aidez à grandir, à se développer, vous la financez. Et finalement, vous avez à l'intérieur de la French Wonder la totalité du réseau nécessaire pour le faire grandir. Et en même temps, vous lui apportez le RH dans une idée de décloisonner. Moi, c'est un mot qui est très fort en ce moment. J'ai l'impression que je l'utilise toute la journée. Alors, c'est très important sur notre territoire d'apprendre et d'avancer avec les autres et surtout de décloisonner. Comment en RH, ce mot décloisonner, vous l'utilisez? Oui. Alors, vraiment, il y a beaucoup de choses qui existent sur les RH, le recrutement, des cabinets qui fonctionnent très bien. Nous, on reste sur notre focus qui est de faire se rencontrer des gens qui n'ont pas l'habitude de se rencontrer. Donc, géographiquement, puisqu'on est présent dans le monde entier, et par profil et secteur d'activité. Et donc, on a commencé nos premières initiatives il y a quelques temps
un peu à la mano, un peu en test, et pour pouvoir le modéliser. Mais je vous prends un exemple concret dans le recrutement qu'on a mené. On a comme partenaire une scale-up qui s'appelle Content Square, donc une société française qui est arrivée aux États-Unis, qui a levé beaucoup d'argent, qui a levé 140 millions d'euros. Elle voulait recruter, mais ses habitudes sont dans le monde startup, dans le monde tech. Or, le profil qui pouvait les aider à piloter la structure aux États-Unis, c'était plutôt quelqu'un qui était déjà là-bas, qui avait déjà une expérience d'un groupe, qui était déjà capable de structurer une organisation avec des centaines de personnes et pas du monde de tech. Donc, on leur a présenté, parce que de l'autre côté, on savait que c'était sa volonté aussi, le CEO de Tiffany's, qui était là depuis longtemps, qui était un succès aux États-Unis et qui voulait changer de monde, retrouver un peu d'air, une entreprise un peu plus nouvelle génération. Et donc, on a généré cette mise en relation, et ça a été un succès puisqu'il est allé diriger ce Content Square, est devenu directeur général de Content Square, et qui a permis de générer beaucoup de valeur des deux côtés finalement, puisque Content Square, il n'aurait jamais rencontré si on n'avait pas eu cette interaction entre les deux. Et lui, ça lui a permis de trouver un projet avec les valeurs qu'il nous avait décrites, etc. Et voilà, des exemples comme ça, il y en a beaucoup. Et pour la petite anecdote, pour Jean-Marc qui voulait rentrer en Europe, on a bouclé l'histoire. Donc, il a fait 2 ans chez Content Square, et il vient d'être nommé président du groupe Printemps. Donc, le Printemps, aujourd'hui, c'est Jean-Marc Belaïch qui Oui. vient de signer chez… voilà. On connaît très, très bien Jean-Marc Belaïch, puisque son frère est directeur général des ventes chez Ponant, ici à Marseille. Et qui Jean-Marc a fait son parcours avec nous. Exact, avec vous, exactement. Il témoignera d'ailleurs bientôt, je pense, dans des petites vidéos. Mais voilà, le principe, c'est vraiment géographique, c'est-à-dire je vais arriver à Singapour, je vais installer ma boîte, je ne connais pas, que je sois une ETI ou une start-up, comment je vais faire pour recruter? Je vais avoir des cabinets, mais le retour d'expérience concret dans le réseau, les premiers contacts de confiance que je vais avoir, c'est très complémentaire. Et décloisonner entre profils et secteurs d'activité. Voilà ce qu'on lance. Et un peu de fun pour toujours. Aujourd'hui, on a bien compris, c'est ton parcours et les French Founders, forcément. Je pense que dans la situation Covid, d'avoir des très bons réseaux, c'est important. Et donc, c'est un petit peu mon clin d'œil Apex de vouloir faire la pub aujourd'hui des French Founders, parce que je pense que ça peut aider aussi bien des entreprises qui ne font que du business sur la France ou sur l'Europe, ou dans une idée d'aller essayer l'international et de construire son réseau ailleurs. Donc forcément, même si ça donne l'impression d'être une page de pub, c'est un acte volontaire. Aujourd'hui, il y a une vraie volonté de se poser et de réorganiser le business à l'international. Et le business à l'international, ça passe par un très très bon réseau, des très bonnes connexions pour pouvoir avancer. Le côté fun, moi j'ai été invitée ce matin à un cours de cuisine pour faire toute seule mon foie gras chez moi avec un des meilleurs cuisiniers étoilés qui se trouve en Chine. Et donc de me préparer avec mon foie gras, mon sel, mon poivre. C'est aussi ça. Peux-tu me parler de la course qui a eu lieu et l'idée de faire ce genre d'événement? Oui, complètement. Alors, tu l'as dit tout à l'heure aussi, c'est le réseau est fait de bienveillance, de convivialité. C'est important pour nous qu'on se retrouve dans un environnement toujours sympa. Nos événements, c'est toujours dans des lieux qui sont sélectionnés. Le but, donc il y a le tutoiement tout le temps. Et le but, c'est de passer un bon moment. On est aussi dans nos jobs de dirigeants, donc focus sans arrêt un peu dans la course. Et notre volonté, c'est de vivre ça comme un plaisir. Donc, au-delà du contexte, on organise aussi
des rencontres un peu plus passion. Donc, ça peut être un tournoi de golf à San Francisco, ça peut être se retrouver autour d'un chef, de dégustation de vin, etc. Donc, ça anime toute la communauté pendant l'année. Là, tu as parlé de comment faire son foie gras à distance avec un chef qui est en Chine. Et on a organisé, on est très, très impliqué dans des notions d'impact aussi. Hein. On travaille beaucoup là-dessus. On est en cours de certification B Corp pour ceux qui connaissent. Et on est impliqué auprès d'associations. Et donc, on a organisé une course, un challenge de running dans le monde entier, dans un groupe où chacun a partagé a acheté son dossard au profit d'associations et a partagé un challenge pendant une semaine donc de course, hein, et s'est pris en photo à chaque fois avec son parcours. On a consolidé les distances de chacun et ça s'est arrêté ce matin. Donc, nous, on adore ça. Il y a 170 membres qui ont couru dans la semaine, qui se sont enregistrés tous les matins, se sont pris en photo. On a couru plus de 3000 km. Et les 3 vainqueurs, donc le vainqueur est à Singapour, directeur général d'Airbus à Singapour, qui a couru 160 km dans la semaine. On a un entrepreneur qui est à Chamonix, qui a fini deuxième, et Thierry Soudé à New York, qui a fini troisième. Les 3 ont couru presque un peu plus de 150 km. Donc voilà, c'est aussi l'esprit de la communauté, c'est qu'au-delà du business qu'on va créer ensemble, quand on se mobilise pour une cause, pour un challenge, ça prend tout de suite. Et il n'y a pas de barrière. C'est-à-dire que à Singapour, le directeur général d'Airbus, il va courir à côté d'un jeune entrepreneur ou d'un jeune cadre. Et c'est ça aussi la communauté. C'est pas seulement à se dire que j'ai un intérêt à aller rencontrer quelqu'un à 100% pour le business. C'est qu'à un moment donné, c'est ces échanges-là qui amènent de la valeur des deux côtés. Et ça se traduit aussi par ces moments. Voilà. Et les moments pendant le premier confinement étaient très forts en ligne. Hein. Les événements digitaux qu'on a menés, ça a été très fort. On a eu la chance d'avoir des intervenants incroyables, de Mike Horn, l'aventurier, jusqu'à Bazin, qui a expliqué comment il faisait une visio depuis son bureau en plein confinement pour savoir comment il gérait Accor à ce moment-là, Accor pendant le confinement. Donc, c'est aussi ces retours d'expérience qui font qu'on arrive à être plus fort et à se mobiliser ensemble. Ouais, ouais. Et comme moi je te l'ai dit en privé, il y a eu des visios forcément quand on a la tête dans le guidon. Et pendant le premier confinement, ça a été un choc pour beaucoup de chefs d'entreprise de fermer leurs usines, de fermer leurs entreprises, de mettre la grande majorité de nos salariés en chômage partiel. Il y a eu quelques visios auxquelles j'ai participé au French Founder, qui m'a permis un petit peu de remettre ma tête dans mon guidon, de bien poser les bases et d'avoir le meilleur échange que je pouvais avoir, en tout cas avec mes collaborateurs, dans une situation à R&D. Et c'est toujours dans cet esprit-là, en tout cas nous à l'Apex, qu'on a essayé de passer toute cette période et tout ce cap. Alors forcément, adhérer au French Founder, au-delà du fait qu'il faut être coopté, mais au travers de l'Apex, des membres de l'Apex et du collectif de l'international, les choses peuvent se faire. L'abonnement au French Founder a un coût et qui n'est pas si élevé que ça. Faut dire les choses. Tu nous donnes la possibilité avec un code Apex, genre VIP Apex ou Apex VIP, qu'on vous transmettra après la visio en WhatsApp, permettra à chacun de bénéficier d'une vraie réduction pour adhérer au French Founder. Je t'en remercie. En tout cas, pour que durant la première année, chacun puisse se tester. Je pense que c'est important aussi de tester et de voir si ça convient, et j'en suis rassurée. J'en suis persuadée en tout cas. Tu nous as un peu parlé du French Founder de demain avec vos différentes activités. Encore beaucoup de choses à faire, mais en tout cas, vous avez vraiment l'idée de l'innovation et de la rupture dans vos développements. Je te remercie d'être là. Peut-être quelques questions de certains d'entre vous. Je passe un petit bonjour à ceux que je connais déjà d'ailleurs. Hein.
J'ai reçu quelques messages, mais je reconnais des têtes aussi. Donc, je ne vais peut-être pas citer tout le monde parce que je vois des noms et des têtes, mais voilà, petit message avant d'oublier. Oui, j'avais une question, je peux la poser? Bien sûr, Peggy. Oui, bonjour Peggy. Peggy Santerre. Je voulais savoir les liens que vous aviez avec les conseillers du commerce extérieur de la France, puisqu'ils sont basés aussi dans le monde entier. Est-ce qu'il y a des relations particulières, des partenariats? Alors, on échange beaucoup avec, et en local et au niveau global avec Alain Bentéjac sur comment interagir. Et on a des initiatives locales pour l'instant. Donc, on va avoir par exemple un programme à New York de partenariat local avec les CCEF pour leur présenter des startups qui ont besoin d'accompagnement puisque c'est une de leurs missions de pouvoir accueillir et accompagner des PME qui arrivent à l'international. Et donc, on complète ces réseaux comme ça. Sinon, si je peux continuer sur ce sujet, on a un partenariat très fort avec BPI France. C'est un de nos partenaires vraiment depuis le premier jour. Donc, on organise beaucoup d'événements ensemble, on les aide sur des missions de développement dans des pays où on peut avoir un réseau complémentaire à ce qu'ils ont aujourd'hui. On travaille beaucoup avec la French Tech, puisqu'on a opéré la French Tech, le premier bureau à l'étranger, en attendant qu'il puisse se structurer via des organismes comme Business France notamment. Donc, on collabore avec beaucoup d'institutionnels ou para-institutionnels, et ça se fait en général de manière pragmatique, c'est-à-dire sur des sujets concrets. On n'est pas trop pour les partenariats d'affichage, mais plutôt pour avoir des missions concrètes. Donc, quand on a à se retrouver sur un sujet, on agit ensemble et voilà, et on peut délivrer quelque chose de concret. On est agnostique, on ne fait pas de politique, on n'a pas d'engagement, de lobbying. C'est pas notre job. Il y en a qui font ça très bien. Et donc, il faut que ce soit pragmatique et que ça serve à nos membres. Ok, super. De l'Afrique? Alors, en Afrique, on travaille avec on n'est pas allé en Afrique direct. On a quelques membres qui sont en Afrique, mais on n'anime pas sur le continent. On a un partenariat avec un média qui s'appelle Jeune Afrique, à qui on a donné notre techno en fait. On a mis notre techno en marque blanche. Ils organisent un forum qui s'appelle Africa CEO Forum, qui est un gros forum en Afrique. Donc, ils utilisent notre techno pour animer la communauté, et on fait des passerelles de temps en temps sur des thématiques, des événements ensemble. Et on a formé leurs équipes à tout ce qu'on a amené, justement, ce que tu disais tout à l'heure, comment créer un réseau bienveillant, comment arriver à ce qu'ils puissent se rencontrer. Donc, on a formé leurs équipes d'animation et on travaille en collaboration avec Jeune Afrique là-dessus. Et est-ce que tu penses peut-être à l'avenir faire un lien ou un pont entre complètement, cette start-up réseau que vous avez un petit peu initié en Afrique et les French Founders? Oui, complètement. Là, c'est plus de savoir comment que savoir si on doit le faire ou y aller. C'est un peu le comment et quand. Voilà, et pour être très transparent, on a des sujets notamment anglophones, francophones. Donc, il faut qu'on règle aussi, nous, puisque la communauté elle est francophone. Aujourd'hui, en Afrique, on pense en tout cas que la vraie valeur ajoutée, c'est de faire rencontrer les communautés anglophones et francophones entre elles, puisque voilà, il y a beaucoup de valeur à aller chercher dans des pays qui ont des taux de croissance incroyables. Donc, c'est plutôt le comment on peut intégrer ça sans que ce soit pertinent des deux côtés. Forcément, hein, pour nous, territoire face à la mer et face à l'Afrique, c'est vrai qu'il y a un sujet, alors pas propre à l'APEX, mais il y a un sujet important qui est quid du business France-Afrique, avec beaucoup d'échanges. On a le plaisir d'échanger aussi avec un club qui s'appelle Africa Link et qui permet de créer des ponts entre l'Afrique et les Français. Et c'est toujours intéressant de savoir comment les choses évoluent, en tout cas dans le business international. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui, Anna, bien sûr. Oui, bonjour.
Bonjour à tous. Je suppose que ceux qui me connaissent devinent ma question. Quid du monde hispanophone et de l'Espagne? Alors, écoutez, je suis… Quand j'entends parler de convivialité, etc., de passion, de beaucoup de Vincent, mots, mais où es-tu, Vincent? beaucoup de mots ont fait écho. Alors, je suis et j'habite à Madrid depuis, Non. depuis 2 ans, après l'aventure à New York. Et donc, le club vit très bien en Espagne, hein. On a 200 membres à peu près en Espagne, et qui a la particularité aussi d'être mixte avec des Espagnols qui parlent très bien français. Je vous apprends pas grand-chose, mais vous savez que une génération qui avait le français en première langue, donc qui parle très bien français. Donc, c'est assez mixé entre des Français qui sont ici, entrepreneurs ou dirigeants, et des Espagnols qui parlent français. Mais c'est un club qui vit très bien, qui grossit depuis 2 ans. On l'a lancé il y a 2 ans quand je suis arrivé. Et qui fait le pont. En fait, il y a beaucoup d'interconnexions avec le LATAM et on a un bureau à Miami aussi. Et donc, voilà, ça permet aussi de toucher l'Argentine sur l'Amérique du Sud. En particulier l'Argentine avec Miami. Voilà, avec Miami qui est beaucoup de sièges de sociétés américaines ou européennes attaquent le LATAM depuis Miami. Donc, on a beaucoup de membres qui ont ces rôles-là depuis Miami, et Madrid complète bien, en fait. D'accord, bon, j'ai un correspondant spécial à Madrid, je vous mettrai en contact. Et du coup, je n'ai pas eu les détails des conditions d'abonnement. Alors, c'est 990 $ par an. Je suis désolé, on est en dollars parce qu'on a créé aux États-Unis qu'on a un tarif unique. Et ce qu'on s'est engagé à faire avec l'Apex, en discutant avec Nathalie, c'est d'avoir un coupon Apex qui permet de découvrir le club avec une remise de 200 $. D'accord. Très bien. Ça m'amène peut-être à une question. Je n'ai pas d'autres questions. Bonjour Franck. Bonjour Nathalie, merci l'Apex pour ce moment très inspirant. Et puis surtout, bonjour à mon ami Vincent, ça faisait longtemps Vincent. Mais le Multimed est bien derrière nous. Bravo en tout cas pour ton parcours qui est magnifique. Après tout ça, j'ai bien compris Nathalie, et les 200 $ que tu viens d'expliquer, on a un tarif assez intéressant pour des structures. En revanche, tu connais très bien la vie trépidante des startups et leurs moyens parfois limités, surtout au début. Donc, pour des structures comme l'Apex ou même comme l'accélérateur M que je dirige aujourd'hui, je pense que c'est déjà très bien de pouvoir bénéficier de ce discount. En revanche, pour les startups, est-ce que vous avez des tarifs adaptés? Ça, c'est la première question. Puis à la volée, je t'en fais 2, comme ça, tu répondras. On a parlé du monde hispanophone. Moi, j'aimerais aussi qu'on parle du monde lusophone. Bon, même si le Brésil ne va pas bien, mais il y a le Brésil, le Portugal. Et puis l'Afrique, il y a aussi plusieurs pays à fort potentiel de langue portugaise. Donc là aussi, est-ce que vous pensez vous y implanter ou pas? Très bien. Sur les startups, alors, on a un critère d'éligibilité pour être dans French Founders, que ce soit pour voilà, le monde de l'entreprise ou les startups, c'est-à-dire d'avoir déjà généré un minimum de chiffre d'affaires ou déjà avoir levé de l'argent pour qu'on soit en capacité d'échanger et de générer de la valeur. Donc, on a mis un seuil. Comme tout seuil, il a des bons côtés, des mauvais côtés, mais on a mis 500 000 €. Donc, 500 000 € ou de revenus ou de levée. Et là, on est membre French Founders. Ensuite, on a des partenariats où on a des cohortes de startups qui sont un peu plus early stage, mais qui sont dans des programmes. Donc, on va pouvoir, on le fait par exemple avec l'accélérateur de BPI, hein, le Hub, ou avec d'autres partenaires aux États-Unis ou dans d'autres pays, où là, on va permettre à des startups un peu plus early de pouvoir bénéficier du réseau et avec un tarif privilégié. Donc, pour te dire, c'est des petits volumes. Donc, pour nous, on ne communique pas beaucoup là-dessus. C'est vraiment de la discussion en one-to-one avec les accélérateurs. Mais en général, c'est plutôt des tarifs qui sont à 395 $ pour les startups. Et là, en l'occurrence, elles ne peuvent pas bénéficier des événements à fort coût chez nous,
On organise des dîners notamment de temps en temps. Et donc, voilà, on est obligé de décaler un peu l'offre derrière. Ça, c'est la première question. La deuxième question, on est au Brésil. C'est un des premiers endroits qu'on a ouvert tout de suite parce qu'on a un représentant là-bas qui nous a aidés. Et je t'avoue qu'on ne le gère pas très bien. On a un peu de mal à l'animer parce que, comme tu le sais, le Brésil, c'est particulier aussi. C'est pas l'Amérique latine, hein, c'est un marché spécifique, il y a beaucoup de contraintes. C'est loin, donc on a du mal à avoir beaucoup d'échanges aussi donc ils sont à Sao Paulo. Donc on a une trentaine de membres depuis quasiment le début, mais ça bouge. Voilà, il y a une animation un peu locale. Pour nous, c'est un challenge aussi de plus le réintégrer dans notre promesse globale. Pour l'instant, ça vit un peu comme un club local. Et Lisbonne est pilotée depuis Madrid, c'est la même manager qui gère ça. Et pour être concret, on a beaucoup de membres qui vont là-bas. Il y a une affluence qui ne font pas beaucoup de business sur place. La réalité, c'est qu'on a des membres de Londres qui vont à Lisbonne, des membres de New York qui vont à Lisbonne, pour plein de raisons différentes, hein. Pas que la fiscalité, mais aussi parce qu'on peut y bosser. Et donc, pour l'instant, ils sont plus animés finalement par leur manager parce qu'ils ont leur business à Londres. Donc, c'est plutôt animé depuis Londres ou depuis New York que vraiment sur place. Donc, sur place, on fait en général, sauf cette année, le Web Summit. On a toujours un événement en off du Web Summit où on fédère les membres qui se déplacent là-bas. Juste pour info, hein, pour expliquer, comme je parlais de chef d'orchestre tout à l'heure, donc de manager, par exemple, le Pronim qui est installé ici à Marseille, moi, je dépendais des French Founders de Shanghai, puisque j'avais envie de développer mon business dans la région, dans cette région-là. Et donc, forcément, c'était plus facile que mon référent soit local et puisse m'aider dans ma démarche et dans mon développement en Chine. Voilà. Complètement. On indique là où on est, notre résidence, mais le marché que l'on vise et là où on souhaite être animé. Si je peux très bien être à Marseille et me dire que mon marché principal, là où j'ai envie de développer des connexions, c'est West Coast. Et donc, mon référent en French Founders sera à San Francisco. J'ai une question, Vincent. Jean-Claude. Oui. Comment vas-tu ? Quelle est la vocation? En fait, le club France a été développé en 2017. Où est-il basé? Et quelle est sa vocation? Est-ce que c'est une vocation purement export, faire du business à l'export, ou aussi en continental? Alors, nos bureaux, on a nos bureaux d'animation qui sont à Paris. Hein, c'est là où on a nos managers d'animation pour toute la France. Et on a nos équipes techniques à Marseille. J'ai oublié peut-être de le dire, mais et j'y tiens. On a une douzaine de personnes qui développent la plateforme, toutes nos innovations, toute notre équipe R&D est à Marseille. Mais l'équipe d'animation est à Paris. On anime, pré-Covid en tout cas, une soixantaine d'événements en France, à peu près 40-45 à Paris et une quinzaine en région, dans les 5-6 grandes villes. Donc, ça, c'est au niveau événement, mais on anime des membres dans toute la France. On a 1100 membres en France. Donc aujourd'hui, c'est le pays le plus développé. Alors, il y a toujours une histoire d'international là-dedans, pas forcément d'export, mais toutes nos thématiques et toute notre animation, c'est basé sur l'ouverture. C'est-à-dire que même si j'ai un business qui est domestique, j'ai envie de me nourrir d'expériences qui se passent ailleurs, de profils qui sont de passage, de profils qui rentrent en France, mais qui ont connu une expérience ailleurs. Et c'est ces échanges-là qui font la valeur de l'animation. Il faut vraiment être dans un mindset d'ouverture internationale. Et on a l'habitude de le dire aussi, surtout dans les corporates, parce qu'on a, juste comme ça, un petit chiffre, on a à peu près 30 demandes par jour pour devenir membre. Il y en a une vingtaine qui ne rejoignent pas parce que finalement, en faisant l'interview, etc., on s'aperçoit qu'ils ne sont pas dans le mindset du réseau, notamment chez des corporates qui sont là un peu juste pour se nourrir et qui n'ont pas le profil très intrapreneur, on va dire, d'ouverture. Donc en France, on a une communauté
très, très riche, donc pas forcément que de l'export, mais toujours avec un intérêt international, soit par son business, soit parce que j'ai envie d'ouvrir les écoutilles, de faire de la veille et de rencontrer ce type de profil. Vincent, merci beaucoup. Une autre question? Oui, excusez-moi. Je voudrais savoir, bon, c'est très intéressant votre exposé. Je voudrais savoir si vous avez un bureau à Taïwan. Ça, c'est la première question. Deuxième question, comment vous distinguez le marché chinois et le marché taïwanais? Est-ce que vous avez des conseils pour les gens qui souhaitent rentrer dans ces deux marchés? Troisième question, est-ce que la langue chinoise représente une barrière, un obstacle pour les investisseurs? Ensuite, vous parlez de réseau. Donc, le réseau, c'est un mot magique en Chine aussi. C'est d'avoir un réseau de confiance. Donc, vous représentez un réseau francophone, c'est-à-dire c'est un réseau étranger. Et ce n'est pas plus intéressant et plus fiable d'avoir un réseau local, c'est-à-dire typiquement chinois ou taïwanais pour vraiment pénétrer dans le marché. À mon avis, c'est primordial d'avoir un réseau local. Oui. Juste avant, Vincent, sans vous déranger, vous pourriez juste vous présenter, s'il vous plaît? Moi, c'est Madame Guo. Je suis d'origine taïwanaise. Ouais, moitié taïwanaise, moitié chinoise. Voilà, je suis à Marseille depuis 1992. C'est une société d'import-export. Je travaille énormément avec l'Asie, et en particulier avec la Chine. Je suis spécialisée en accessoires pour camping-car, pour les véhicules de loisirs. Et j'ai aussi une autre casquette, c'est-à-dire je suis traductrice assermentée en langue chinoise. Je travaille avec la justice. Et parallèlement, je donne quelques cours de chinois, mais c'est mineur. Merci beaucoup. Voilà. Donc, je suis en contact en Asie et surtout en Chine et à Taïwan. Donc, je voudrais avoir votre vision des choses. Très bien, merci. Merci pour ces questions. Je vais commencer par la dernière parce qu'elle est valable. Elle est valable en Chine, mais elle est valable ailleurs. C'est-à-dire que notre mission, ce n'est pas de fédérer un environnement francophone à l'étranger, un environnement fermé. C'est justement l'inverse, c'est de s'appuyer sur notre réseau sur place pour s'ouvrir à l'international. Et donc, concrètement, comment ça se manifeste? C'est en Chine, en l'occurrence, on a des membres qui sont installés depuis longtemps là-bas, qui ont leur propre réseau chinois. On a des Chinois qui parlent français, soit parce qu'ils ont travaillé pendant 10-15 ans en France pour des grands groupes et qui sont retournés en Chine, des entrepreneurs. Et donc, le but, ce n'est pas de se cloisonner, mais surtout de s'ouvrir. Là, je regardais, notre dernier membre à Shanghai travaille chez Tencent, donc l'opérateur, le Orange local, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, qui est la grande puissance technologique de WeChat, etc. Et donc, notre but, ce n'est pas de rester dans l'environnement français, mais justement d'aller s'ouvrir. Donc, c'est par ce qu'on appelle le N+1. Donc, s'appuyer sur notre… Nous, ce qu'on sait faire, c'est animer avec cet ADN francophone. La langue, ça nous aide à aller plus vite et à tisser ce lien de confiance, ce premier lien de confiance. Mais ensuite, justement, comme on a ce lien, chacun va pouvoir activer son propre réseau. Et si moi, mon réseau, il est très fort en Chine, je vais pouvoir activer mon réseau chinois. Si mon réseau, il est très fort aux États-Unis, je vais activer mon réseau américain. Et on crée des rencontres comme ça où on ouvre. C'est souvent sur des verticales. Par exemple, on va faire un événement retail en anglais avec les retailers américains qui permettent de rentrer. On va avoir le patron de Danone Chine, qui est un Chinois, qui va venir donner la vision de Danone, etc. Donc ça, important, c'est notre réseau, il est francophone, mais ouverture vers le reste grâce à nos membres, le N+1. Ensuite, on n'est pas encore présent à Taïwan. Malheureusement, on n'a pas encore eu de relais qui nous permettent de générer assez d'intérêt, on va dire, local pour des membres francophones qui soient sur place. Donc, on est à Shanghai. Et l'autre élément important, vous me demandiez ma vision.
Moi, je n'ai pas beaucoup de vision, en fait. Ce qu'on sait faire, c'est recueillir la vision de nos membres. C'est-à-dire qu'on ne se substitue pas au savoir-faire, aux connaissances, aux expertises de nos membres. Nous, notre métier, c'est vraiment d'interconnecter ceux qui savent et de détecter quels intérêts communs ils peuvent avoir pour partager de la valeur. Donc, moi, je n'aurais pas la prétention de donner un avis sur le marché entre la Chine, Taïwan, que ce soit au niveau business ou géopolitique. Si j'ai des avis personnels, je me les garde, mais je serai en tout cas pas un bon expert pour donner cette vision-là pour vous. Ce que je saurais faire, c'est détecter qui sait le faire pour ceux qui ont des besoins dans le réseau. Voilà, j'espère que ça répond à l'ensemble de vos questions. Très bien, merci. Alors, Denis Berger, qui vient d'arriver avec un peu de retard, a posé une question. Et Denis, en fait, je reviendrai vers toi après la réunion pour… c'est un sujet qu'on a déjà abordé. En fait, on a déjà parlé d'Africa Link. On a fait un petit point et je t'enverrai le replay parce que forcément, je sais pour nous, mais aussi pour toi, pour Africa Link, c'est très important de connaître en fait les différents réseaux qui existent entre la France et l'Afrique et comment les choses peuvent se développer. Vincent est déjà revenu sur ça. En tout cas, merci pour ta question. Je voulais, le temps tourne et je ne voudrais pas vous accaparer. Ça fait déjà 1 heure. Je voulais vous remercier en tout cas. Merci beaucoup, Vincent, d'avoir été avec nous aujourd'hui et répondre à ces questions. Forcément, vous l'avez entendu, mais je recommence. Juste pour essayer, et dans le cas où l'échange se passe très bien avec les French Founders, je vous invite à essayer au moins 1 an et vous serez convaincus. Merci Vincent de ton intervention. Je vous souhaite à tous de très bonnes vacances. Je pense que nous en avons tous besoin. De très bonnes fêtes, de très belles fêtes de Noël, des bonnes fêtes de fin d'année, beaucoup de repos, beaucoup de sagesse. Et surtout, protégez-vous de la meilleure façon pendant cette période. Sortez avec un masque, utilisez du gel hydroalcoolique et je vous souhaite le meilleur, une bonne santé pour toute votre famille. À très vite l'année prochaine. On vous réserve beaucoup de surprises à l'Apex et certainement les French Founders, la même chose. Merci beaucoup. Excusez-moi, une question que je vais poser. Vous m'entendez? Je ne sais pas si vous m'entendez. Bonjour. Oui, bonjour. Excusez-moi, oui, bonjour. J'aurais voulu savoir ce qu'il en était au niveau de votre développement sur le marché francophone en général, c'est-à-dire ça peut comprendre la Belgique, la Suisse, le Canada, etc. Oui, on est présent Belgique, Suisse et Canada. Hein, c'est trois destinations qu'on a adressées très vite. Donc, et dans ces pays, on a un mix entre des Français qui sont sur place et des Québécois donc francophones ou des Belges francophones à Bruxelles et des Suisses francophones à Genève. Au Canada, on a à peu près 200 membres. Je pense qu'on doit avoir un peu plus 120 Français qui sont là-bas et 80 Québécois. À Bruxelles, c'est moitié-moitié. On a une centaine de membres, ça doit être 50 et 50. Et en Suisse, à Genève et Lausanne, on doit avoir une centaine de membres aussi. Et je pense que c'est plus 70 Français et 30 Suisses. Et on a, dans d'autres pays, on a des Belges à New York, par exemple, qui font partie du réseau, parce qu'ils ont trouvé un intérêt dans l'animation également. Yves, voilà, merci beaucoup pour ta question. Désolée de ne pas l'avoir vue. À très bientôt chacun et passez de bonnes fêtes. Au revoir. Merci.